si on peut revenir peut-être avec mes collègues. Et je passe la parole à Caroline Colombier pour le Rassemblement national pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à l'action de vos services qui, malgré une pression financière croissante, agissent pour améliorer le quotidien de nos militaires et civils de la défense. Alors en fait, j'allais m'apprêter à vous dire que sur le fond, alors que la LPM prévoit une hausse inédite des effectifs et une montée en gamme des compétences, les armées peinaient à tenir leur schéma d'emploi. Volume de départ qui croissait, signe d'une usure silencieuse de l'attractivité de nos carrières, mais vous venez de nous démontrer, en tout cas de nous expliquer que c'était plutôt le contraire. Ce constat que je fais, ou que je me permettais de faire, a été documenté par le rapport de mars dernier que nous avons eu l'honneur de conduire avec mon collègue Loïc Kervan sur la fidélisation et le recrutement. Nous avions formulé 12 recommandations et j'aimerais revenir sur certaines. D'abord sur la fidélisation. On parlait donc du plan fidélisation 360. Disposez-vous d'indicateurs précis sur la durée moyenne des contrats, les non-renouvellements volontaires ou le taux de mobilité subi. Ensuite, nous avons pris position en faveur d'une massification maîtrisée de nos armées, impliquant une simplification administrative. À ce titre, nous avons recommandé que les régiments et bases puissent recruter directement des candidats qui souhaitent les rejoindre. Aujourd'hui, un jeune motivé pour servir dans une unité précise doit passer par un circuit centralisé, sans garantie d'affectation. Ce décalage donc entre le désir d'engagement local et gestion RH centralisée démobilise inutilement. Êtes-vous prêt à ouvrir davantage de marge de manœuvre locale sous contrôle de la DRHMD pour permettre un recrutement plus réactif, plus incarné et plus efficace sur le terrain ? Enfin, comme le Rassemblement national l'avait hélas pronostiqué, l'exécution financière de la LPM s'annonce tendue. Conservez-vous les marges de manœuvre nécessaires à la mise en œuvre des différents plans portés par le SGA, notamment sur les crédits votés dans le PLF pour 2025 ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je vous en prie. Député, je rends hommage à votre attention, vigilance. Et il est vrai qu'en matière RH, c'est un peu comme en matière de météo. Il peut y avoir des cycles longs, des cycles courts. Moi, je vous donne plutôt des indications d'un retournement, je pense, durable des tendances que votre rapport avait décrites. Après, il faut rester extrêmement prudent. Il faut continuer de travailler. Voilà, les chaînes de recrutement sont engagées de façon extrêmement intensive. Les mesures de fidélisation qui ne datent pas de cette LPM, qui avait commencé dans la LPM précédente, notamment prime de lien au service, produisent des effets. Alors là où vous mettez le doigt sur une question particulièrement sensible, c'est l'objectivation de cette efficacité de l'effort de fidélisation en termes, par exemple, d'allongement des durées de présence des personnels contractuels. D'abord, il y a des objectifs qui sont fixés précisément, enfin, en termes d'augmentation de ce délai. Pour les militaires du rang, on voit que d'une année sur l'autre, c'est quand même pas complètement dépourvu de signification. On passe de 3,9 alors, je ne sais pas combien 0,9 font de moi, mais parce que passer du système décimal à 2 décimales de tête, je ne suis pas capable, de 3,9 à 4, et on a comme objectif de passer à 4,2 en 25. Et pour les sous-officiers, on était à 17,6 en 23, on est passé à 17,8 l'an dernier, et l'objectif, c'est de gagner encore 3 dixièmes, 18,1. Donc, les éléments chiffrés vont à l'appui de cette politique. Après, sur la question de la mitigation entre les recrutements directs par les régiments les bases par rapport à une politique plus brassée au plan national par les gestionnaires de personnel militaire, je pense que les chefs d'état-major sauront mieux que moi vous expliquer les raisons qui imposent dans l'intérêt même des armées qu'il ne s'agisse pas simplement de se présenter à une emprise militaire et d'avoir une bijection parfaitement locale à ce niveau-là. Il y a quand même des objectifs qualitatifs, notamment que chaque armée doit quand même faire valoir dans sa politique de recrutement. Mais là encore, c'est sans doute une question d'équilibre. Sur la question de l'exécution budgétaire tendue, je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous souhaitez
voyez que je profite de cet appel de la question. Alors sur les plans RH, globalement, comme je l'ai dit, RH c'est connexe. Donc par exemple en matière d'hébergement, nous avons maintenu l'effort et les résultats avec des volumes de livraison, par exemple sur le plan hébergement supérieurs à 3000 par an l'an dernier et encore en cible pour l'année 25. Donc les affaires ont été lancées, elles ont été exécutées dans un laps de temps bref et les paiements se font. Donc de ce point de vue-là, je pense que nous sommes sensiblement sur le résultat. Si je déscope un tout petit peu et que j'en viens aux préoccupations exprimées dans des rapports de la Cour des comptes, des rapports des assemblées parlementaires également, du Sénat, oui. Qu'est-ce que je peux dire que le ministre ne vous a pas déjà dit au fond la semaine dernière? Bon, moi je pense qu'il faut reprendre conscience, si on l'a un peu perdu de vue, reprendre conscience de ce qu'est la dépense de défense et notamment la dépense d'investissement, la dépense en matière d'armement. C'est une dépense qui se réalise sur plusieurs années. C'est vraiment des investissements du moyen et parfois du long terme, hein, quand on parle des grands programmes navals ou aéronautiques. Et donc, l'idée qu'il y a une latence entre le moment où vous engagez et le moment où ensuite vous payez à la livraison, et une latence de plusieurs années, et que donc les engagements du début de la première LPM se traduisent par un flux important de paiement, c'est une idée qui est naturelle, enfin, je veux dire, qui ne nous surprend pas et qui était prise en compte. Est-ce que nous avons beaucoup engagé? La réponse est oui. Est-ce que le contexte stratégique, le consensus de la représentation nationale, ou le consensus, pardon, mais en tout cas une très forte convergence de la représentation nationale par deux fois, la LPM voilà, pilotée par Mme Parly, celle pilotée par Monsieur Lecornu, est-ce que ça prévoyait qu'on se situe résolument sur une pente ascendante? Est-ce que l'armement, le réarmement du pays est une priorité? Oui. Est-ce que ça se traduisait par une ascension des commandes? Oui, des commandes de long terme. Et donc, qu'est-ce que c'est que le reste à payer? Le reste à payer, c'est à tout moment la différence entre ce que vous avez passé comme commande et puis ce que vous avez payé sur cette commande. Et donc, il est naturel que quand vous avez, alors je vais le faire pour vous, quand vous avez une pente ascendante en matière de commande, et que ces marchés d'armement qui ont une vitesse qui leur est propre, j'allais dire une inertie, enfin, on pourra en discuter, en tout cas, une vitesse qui leur est propre, il est normal qu'à l'instant même où vous passez un marché de 1 milliard, dont la première année, vous passez seulement 100 millions en paiement, différence 900 millions de reste à payer qui viennent s'accumuler. Donc en fait, le sujet du reste à payer en lui-même n'est pas une surprise. C'est quelque chose qui est même inhérent à une phase d'augmentation des engagements, c'est-à-dire des commandes. Alors, est-ce que, Monsieur le Président, vous avez posé assez crûment, je dois dire, la question de la capacité à continuer à la fois payer et engager, et au fond, est-ce qu'il y a une crise de liquidité qui est devant nous? Je crois que ce qui est attendu du ministère des Armées, si je prends une image, disons, automobile, ça n'est pas de rouler à 45 à l'heure en 5e vitesse pour faire tourner le moteur à 900 tours minute. Vous voyez ce que je veux dire? Le sujet, c'est plutôt, on a les limites évidemment des vitesses maximales autorisées, c'est plutôt d'aller chercher la performance, le rendement, et donc on est plus près de la zone rouge du contour que le bas. Les circonstances, la période ne nous ont pas invités à faire des noisettes pour imaginer le cas où finalement les industriels livreraient un petit peu plus vite que prévu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui au fond un motif d'inquiétude devrait être au premier ordre un motif puissant de satisfaction. Un motif puissant de satisfaction. C'est-à-dire le ministère a engagé, la DGA a passé des commandes, les commandes arrivent, les paiements se font, les livraisons se font. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Oui, le système tourne à plein, et il tourne à plein dans une trajectoire qui est ascendante.
Voilà, c'est ça la vérité. Et du coup, il est évident que il y a un pilotage qui est plus expert, plus difficile à réaliser, mais le ministère jusqu'à présent y arrive dans un contexte général des finances publiques sur lequel le ministre il y a une semaine s'est exprimé, avec des aléas sur la gestion 25, éventuellement à coup sûr sur la gestion 24, qui oblige le ministère à faire un travail de très très grande optimisation. Mais enfin, au premier ordre, regretter les restes à payer, ça revient à dire bah ouais, c'est vraiment dommage d'avoir passé des commandes parce que du coup maintenant il faut payer. Vous voyez, c'est ça qui est un peu, paradoxal, je dirais, dans la montée d'un discours inquiet sur la situation du mien. Autrement dit, on n'a pas eu une gestion, je dirais, ultra notariale, vous voyez, du budget de la défense. La forme d'unité nationale autour de ce budget, c'était plutôt de rattraper, d'accélérer, de sortir résolument d'une phase de disette budgétaire, d'écrasement des budgets d'investissement. Voilà. La question était aussi motivée parce qu'il y a le gendarme Bercy derrière tout ça, et qui, lui, quand il vous voit accélérer et faire beaucoup de restes à payer, eh ben, peut se dire, finalement, le budget de l'année, il est quand même un petit peu rigidifié par l'ensemble de ces restes à payer, et donc je délivre moins, et donc quelque part, il vous pénalise. Et donc, je pense que la question tourne autour de ça, et est-ce que quelque part, il n'y a pas des mécanismes à mettre en place pour un petit peu moins rigidifier les choses, en tout cas peut-être permettre aux gendarmes Bercy d'être moins rigides, et puis de faire en sorte que les choses puissent avancer. Je pense que les inquiétudes tournent autour de ça. J'ai bien compris votre développement, et on ne peut que se réjouir de cet accroissement budgétaire, mais quelque part, n'oublions pas qu'il y a Bercy derrière, et qui, eux, ne délivrent pas l'argent dans l'année si il y a trop d'engagements.